Bonsoir ici, bonsoir. Bonsoir coach, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Oh, je vous en prie, je suis très heureux d'être là, Ok. vraiment très heureux. Euh, I think it's my turn, I think. C'est moi qui commence déjà? Yes. Ah, ok, thank you. Merci énormément. J'ai beaucoup aimé l'intervention de celle qui était là avant. Euh, Elle m'a chauffé un peu, j'ai beaucoup adoré. Euh, Déjà, je suis content d'être avec vous ce soir. On m'a demandé de parler. C'est un thème que j'aime bien. Euh, Achever son année 2023 et commencer son année 2024, quelque chose de très merveilleux, de très beau. Euh, Déjà, pour commencer, il y a une chose que j'aimerais mettre au clair, c'est que pour achever une année, il faudrait l'avoir préparée au début. Ça veut dire que pour toute personne qui n'a pas préparé son année 2023, ce que je vais dire pour le début, là, ça ne vous concerne pas. Vous attendez la préparation de l'année 2024. Parce que pour parler de comment achever une année, il faudrait avoir déjà à faire un plan par rapport à son année 2023, parce que nous sommes en novembre. Si je ne me trompe, nous sommes le 12 novembre. Ça veut dire que naturellement, que ce soit dans les travaux ou dans la vie personnelle, on est en train de faire les bilans de l'année. On est déjà en train de faire les bilans de l'année au mois de novembre, parce qu'au mois de décembre, on est censé préparer l'année suivante. Ce qui fait que, premièrement, pour bien achever son année, il faut se mettre calme et commencer par faire les bilans de l'année. Pourquoi faire les bilans de l'année au mois de novembre et non pas au mois de décembre? Déjà, premièrement, en faisant le bilan de l'année, vous avez le temps de revoir tout ce que vous avez eu comme objectif, plan, rêve, réalisation pour l'année 2023 et vous prenez le temps de pouvoir les revérifier, les évaluer pour pouvoir voir ce que vous avez accompli et ce qui reste à accomplir. Pour commencer, j'aimerais donner 12 méthodes sur comment faire le bilan de son année pour savoir jusqu'où on en est. Je serai beaucoup plus profond dans la partie préparation de l'année 2024, mais pour l'année 2023, j'aimerais qu'on commence directement par les bilans. Pourquoi commencer par les bilans? Comme j'ai expliqué au départ, c'est que pour une personne qui a préparé son année 2023, c'est le moment de faire les bilans pour que la personne puisse être sur la même longueur d'onde avec ce qu'il a eu à réaliser durant les 10 mois passés. Parce qu'on a eu janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pour pouvoir réaliser tout ce que on avait prévu comme réalisation, rêve, projet pour l'année 2023. Ça veut dire que là, on doit essayer de faire, on va essayer de faire un rapport, un bilan en soi-même, un bilan clair et réaliste, pas se mentir à soi-même, disant, in this situation, I've done this, or que tu ne l'as pas fait. Il faut être vrai avec soi-même. Et le bilan, il est général. Sur le plan personnel, qu'est-ce que vous aviez préparé? Sur le plan carrière, qu'est-ce que vous aviez préparé? Sur le plan relationnel, qu'est-ce que vous aviez préparé? Sur le plan finance, qu'est-ce que vous aviez préparé? Qu'est-ce qui était comme objectif pour l'année 2023? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui était comme planning? Et c'est par rapport à ces plannings qui est naturellement écrit quelque part que vous vous posez calmement pour pouvoir faire l'évaluation de ce que vous avez eu à faire, à accomplir durant l'année. Vous commencez vous commencez à évaluer et moi je vais donner 12 questions. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai préféré donner 12 questions sur comment évaluer son année en fait de savoir ce qu'on a déjà y à réaliser et ce qui nous reste à réaliser avant la fin de l'année. Parce que nous sommes le 12 novembre, ça veut dire qu'on a encore un mois entier et quelques semaines, 2 ou 3 semaines, je suppose, pour pouvoir réaliser les petites choses qui restent sur notre planning qu'on n'a pas eu à réaliser durant les 10 mois. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans un seul mois, on peut vraiment réaliser beaucoup de choses. Il suffit qu'on les veille bien et que l'on sache qu'il y a encore des choses à réaliser. La première question qu'il faudrait se poser lorsqu'on veut faire les bilans de l'année, c'est celle-ci. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante à Dieu? Et là, c'est pas, je suis naturellement croyant.
je ne précise pas la religion, je suis croyant de nature. Non, pas de nature. Je suis croyant par appel. Du coup, vous allez trouver Dieu dans mon intervention à plusieurs reprises. La première question, comme je disais, quelles sont les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante à Dieu? Quelles sont les 5 choses durant l'année pour lesquelles moi je suis reconnaissant à Dieu? Par exemple, pour moi, ça peut être je suis content parce que cette année, je suis reconnaissant parce que je ne suis pas tombé malade, même pas une fois. L'année n'est pas encore finie, j'espère que ça ne va pas arriver. Deuxième de choses, je pourrais citer encore et encore jusqu'à 5. Je ne demande pas beaucoup, je ne demande que 5. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Dieu? La deuxième question à se poser, quel était ton plus grand défi durant l'année par rapport au planning que vous avez eu, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés au début de l'année? Quel était votre plus grand défi durant cette année? Il me faudrait réfléchir parce que je n'ai pas encore fait mon bilan de l'année. Je le ferai la semaine prochaine. Du coup, je ne saurais pas répondre à la question directement. Il faudrait que je réfléchisse quand même. Mais je suis quand même conscient que j'ai organisé une activité, un camp de leadership au mois d'août qui a vraiment été un challenge. C'était tellement compliqué que je sais que là, c'était mon plus grand défi durant cette année. La troisième question, c'est celle-ci. Quelle a été la plus grande réussite ou ta plus belle victoire durant cette année? On a la troisième question. Quelle a été ta plus grande réussite ou ta plus belle victoire durant cette année? Moi, ce qui est marrant, c'est que mon plus grand défi est aussi ma plus grande réussite parce que c'était un défi. Je l'ai relevé, je l'ai vraiment réussi. Et en tout cas, les deux sont liés. Chez moi, le plus grand défi, c'est aussi la plus grande réussite par rapport aux résultats que j'ai eu à la fin. La question numéro 4, as-tu réussi à accomplir les objectifs qui t'étaient fixés durant l'année? As-tu réussi à accomplir les objectifs qui t'étaient fixés au début de l'année? Parce que, comme j'ai dit encore, au début de l'année, on a fait un plan. Sur ces plans, il y avait des objectifs par rapport à plusieurs domaines de notre vie sur lesquels on devait travailler durant cette année. La question numéro 4, as-tu réussi à accomplir les objectifs? Et là, il faudrait, lors de l'évaluation personnelle, il faudrait y aller calmement et en douceur. Ne cherchez pas à tout généraliser. Allez domaine par domaine selon les plans que vous avez fait. Comme j'avais dit, sur le plan relationnel, il y a des objectifs. Sur le plan spirituel, il y a des objectifs. Sur le plan financier, professionnel, famille, santé, études, tout ça, il y a des objectifs. Alors, lorsqu'on demande si vous avez réussi à accomplir vos objectifs, il faudrait y aller étape par étape pour savoir quels sont les objectifs que moi j'ai atteints et sur quel domaine je n'ai pas encore atteint les objectifs. Ça vous permet de pouvoir savoir sur quoi vous allez travailler avec force durant cette fin d'année. La question numéro 5, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé faire différemment durant l'année par rapport aux objectifs, par rapport au plan, ce qui s'est passé de janvier jusqu'à novembre? Y a-t-il des domaines ou des endroits où tu as fait des choses, où tu as travaillé, mais que tu aurais aimé faire différemment? Quels sont ces domaines? Et s'il fallait faire différemment, comment aurais-tu procédé? Je tiens à préciser que pour faire son bilan de l'année, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes ou en 1 heure. C'est quelque chose que l'on programme, quelque chose auquel on accorde du temps, vraiment du temps pour pouvoir s'asseoir parce que ça demande de la réflexion, de l'honnêteté avec soi-même, de la clarté et puis surtout un mental bien préparé afin d'accepter ce que vous avez à accomplir, ce que vous avez à faire, où vous avez échoué durant l'année, afin de savoir comment projeter l'année qui suivra. La question numéro 6, quel est ton plus beau moment de l'année? Quel est ton plus bon moment de l'année? J'espère que vous retenez les questions à partir de 1 jusqu'à 6. Je vais récapituler. La question numéro 1, comme j'ai dit,
quelles sont les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant en Dieu? 5 choses uniquement. La question numéro 2, quel a été ton plus grand défi durant cette année? La question numéro 3, quelle a été ta plus grande réussite ou ta plus belle victoire durant l'année? La question numéro 4, as-tu réussi à accomplir les objectifs que tu t'étais fixés durant l'année? La 5e question, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé faire différemment? I think. Voilà, nous sommes sur la question numéro 6. Quel est ton plus beau moment de l'année? Quel est ton plus beau moment de l'année? Celui-ci, il faut vraiment réfléchir parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup de moments merveilleux et fantastiques, mais les plus beaux moments de l'année, on doit chercher un seul souvenir et c'est dire pourquoi c'est ça que moi je choisis comme beau moment de l'année. Je pars directement sur la question numéro 7. Quelles sont les formations, les livres, les valeurs ajoutées que vous avez acquis durant l'année? Ici, nous sommes sur la partie investir sur soi-même. On suppose que dans votre planning de l'année, vous avez réservé une rubrique sur votre développement personnel, une rubrique pour relever votre capital humain. Alors ici, on va essayer de l'évaluer. Durant l'année, quelles sont les formations que vous avez faites? Quels sont les livres que vous avez lus? Quels sont les contacts bénéfiques que vous avez acquis? À quoi vous vous êtes exposé pour votre développement? Tout ce qui était sur votre planning sur la partie investissement sur soi-même, relever son capital humain, c'est ici on va répondre. Voici par exemple, moi, durant l'année, je voulais faire une formation en anglais. Now I can speak English, so it's really fluent. On a déjà cette partie. On va se dire, par exemple, je voulais parler espagnol. Là, je peux parler espagnol. J'ai tenu à lire 12 livres. Je suis au 11e, vu qu'on est au 11e mois de l'année. Ça veut dire qu'il ne reste qu'un seul livre à lire en décembre. J'ai à lire mes 11 livres. Il reste les derniers. Je voulais faire une formation chaque mois. J'ai fait 11 formations. Il me reste une formation à faire. Et tout ça, c'est par rapport à votre planning de l'année. Comment vous avez investi sur vous-même durant l'année. Il faut faire le bilan ici. Et si vous n'avez pas réussi à lire des livres, il faut dire, je n'ai pas pu réussir à lire des livres, j'ai procrastiné, j'ai renvoyé à demain, je n'ai pas réussi. On est au mois de novembre, je n'ai lu qu'un seul livre. C'est choquant, ça fait très mal, mais c'est une réalité. Il faut se le dire en face. Je devais participer à des formations, mais je n'ai pas voulu, j'ai préféré aller au concert d'Aya Nakamura. On s'est dit, oui, j'ai préféré aller au concert et pas investir sur moi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Ça permet de savoir au mois de décembre, il y a combien de formations. Est-ce que je peux facilement rapiditer 2-3 formations? Est-ce que je peux rapidement lire 2-3 livres? Est-ce que je peux facilement m'exposer à 2-3 activités qui vont changer mon mental? Être vrai avec soi-même durant les bilans, ça nous permet de pouvoir bien préparer, déjà bien finir son année et bien préparer l'année qui va suivre. La question numéro 8, quels sont ces rêves que tu as réalisés cette année? Parce qu'on suppose que dans ta grande vision, il y a des objectifs et dans les objectifs, il y a des rêves qu'il fallait réaliser. Quels sont ces rêves que tu as réalisés cette année? Ça peut être un rêve minime. Les rêves dépendent de chaque personne. Comme moi, je sais, parmi mes rêves, il y avait cette année, je devais retourner au Rwanda. Ça faisait longtemps que j'étais parti au Rwanda, à Kigali. Et au mois de janvier, je suis parti, je suis revenu au mois de février. C'est un rêve que j'ai réalisé. Parmi mes rêves à réaliser, il y a des choses que je devais payer, des matériels pour mon entreprise, et j'ai pu les payer. Ça fait un rêve parce que j'ai rêvé de ça depuis longtemps. Tout dépend de ce que vous définissez comme votre rêve. Est-ce que vous avez planifié durant l'année? La question, comme on a dit, la question numéro 8, quels sont ces rêves que vous avez réalisés cette année? La question numéro 9, qu'as-tu fait pour la première fois durant cette année? Qu'as-tu fait pour la première fois durant cette année? Une question plutôt simple, mais ça nous permet de savoir quelle est cette chose que j'ai commencé à faire cette année ou quelle est cette chose que j'ai fait pour la première fois cette année. Moi, s'il faudrait que je réfléchisse pour la chose que j'ai fait pour la première fois cette année, j'ai pris une journée, c'était la semaine passée, j'ai pris une journée où je suis allé visiter tous les plus beaux hôtels de Kinshasa. Je vous assure, j'ai tourné comme pas possible. J'ai visité une affaire à plus de 7 hôtels 5 étoiles. J'entrais, j'ai demandé le menu, j'ai demandé
les prix, les tarifs, j'ai parlé avec les concierges, les réceptionnistes. Actuellement, j'ai les prix de presque tous les beaux hôtels de Kinshasa. Je n'avais jamais eu l'initiative de faire une chose pareille. C'était ma première fois, j'ai réservé une journée. En plus, ce n'était même pas un samedi, j'ai zappé le travail un mardi et je suis allé visiter les hôtels. Je vous assure, ça m'a vraiment fait du bien de voir qu'il y avait des endroits plutôt merveilleux dans cette ville. J'ai découvert des endroits incroyables. Par exemple, ça, c'est la première fois que je fais une chose pareille durant cette année. Pour vous, ça peut être, vous avez aidé un membre de la famille à déménager, par exemple, c'est la première fois que vous êtes serviable. Ça peut être je suis allé voir les orphelins, je vais passer des journées avec les enfants les sans-abri, les enfants sans domicile fixe. Au moins, c'est quelque chose que vous avez fait pour la première fois. Et la question numéro 10, et j'aimerais m'arrêter par là pour les bilans. Es-tu satisfait de ce que tu as réalisé en 2023 par rapport à ton plan, par rapport à ta projection de l'année 2023? Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de tes résultats à toi par rapport à ce que tu as prévu? Parce que savoir si tu es satisfaite ou pas te permet de savoir si tu as réalisé ou pas et quels sont les efforts à fournir l'année prochaine si tu n'as pas atteint ce qu'il fallait atteindre. Et de la partie satisfaction, il faut toujours mesurer. On est sur 100%. Sur une note de 1 à 100. Combien peut-il te donner sur ce que tu as réalisé durant cette année par rapport à ton planning? Si on te mettait une note de 100, tu aurais combien? Je n'ai pas encore évalué personnellement, mais en tout cas, je pense que je suis à 70. Moi, personnellement, je pense que je suis à 70 par rapport à ce que je m'étais fixé durant l'année. Même si 70, je pense que j'exagère. Je pourrais être à 65 ou 70. En tout cas, je navigue entre 65 et 70. Je sais que je ne suis pas à 80, je sais que je ne suis pas à 90 et surtout pas à 100%. Ça veut dire que le jour que je ferai mon bilan, il y a beaucoup de résolutions que je vais prendre par rapport à l'année qui va suivre. Je pense que jusque-là, on est bon. On vient de finir la partie bilan de l'année. Là, on vient d'achever l'année 2023 et on va maintenant entrer dans l'année 2024. J'espère que jusque-là, les gens me suivent. J'ai vu des cœurs, je me suis rappelé, je me suis dit, je ne suis pas sur Instagram, j'allais dire, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Oh, it's beautiful, thank you, mettez des cœurs. OK, maintenant là, on commence son année 2024. Ici, j'aimerais déjà beaucoup plus sérieux. C'est que on veut commencer l'année 2024. Et on ne commence pas une année, comme on dit chez nous en Lingala, un goulou. Ça veut dire sans rien préparer. Genre, j'y vais seulement comme ça. Sorry. J'y vais seulement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait au début d'année? Voilà pourquoi j'ai dit, le jour qu'on fait l'évaluation, oh, sorry. On m'écoute? On vient de dire qu'on a été coupé. Est-ce qu'on m'écoute? On a été coupé? C'est bon, on m'écoute? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Thank you. OK. Je disais, lorsqu'on fait le bilan de l'année, comme j'ai dit, c'est quelque chose que l'on prépare. Ça veut dire que l'on prend du temps pour préparer sa journée où on fera le bilan de l'année. Maintenant, ce qui est différent avec ce qu'on doit faire pour préparer son année, ici, c'est beaucoup plus différent. Je vais vous donner, par exemple, ce que moi, j'ai fait naturellement pour préparer mon année, c'est que je choisis 2 jours, un samedi ou un dimanche, et je m'éclipse de ma routine quotidienne. Ça veut dire pas de travail, pas de téléphone, pas d'embrouillement. Je cherche un endroit où je serai calmement. Ça peut être dans la maison de quelqu'un ou ça peut être dans une ville. Je loue un endroit. Et qu'est-ce que je fais? Je me pose où je suis, rien que moi et mes affaires, téléphone, bloc-notes, agenda. Donc, il n'y a que moi. Je me donne 2 jours pour préparer mon année. Parce que si je ne prends pas la rigueur de me détacher de tout pour préparer l'année qui va commencer, et que je m'assois juste pendant 1 heure, je vais faire ça, ça et ça et ça, en tout cas, on est mal barré, l'année est déjà finie. On se retire pour pouvoir être assez lucide et penser clairement. Lorsqu'on s'est retiré et qu'on a carrément toute une journée, pour ceux qui peuvent se les permettre de se claquer toute une journée pour réfléchir à ça, ce que l'on fait, c'est que la première des choses, c'est quoi? La première des choses, on commence à revoir sa vision de vie. Je ne parle pas de la vision de l'année. Je parle de sa vision de vie. C'est quoi votre vision d'avenir?
Vous vous voyez où dans 5 ans, 6 ans, dans 10 ans? C'est ça qu'on commence à revoir d'abord. Sa vision d'avenir. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Parce qu'on suppose que chaque personne consciente et mature sait déjà où elle va se retrouver en 2030. C'est déjà où elle va se retrouver en 2040. Pour ne pas faire 15 ans plus tard. Au moins jusqu'en 2030, on sait où on va se retrouver par rapport à santé, finances, relations, carrière et autres. C'est ça notre vision d'avenir. Parce que je sais où je serai dans 5 ans. Pas nécessairement je sais, mais j'ai prévu d'aller quelque part dans 5 ans. Je projette où je serai dans 5 ans. Je revois ça d'abord. Pourquoi on revoit la vision en premier? Parce que c'est la vision qui définit tout ce qui va suivre après dans sa préparation de l'année. On commence par revoir sa vision. Et pour revoir la vision, il y a toujours un exercice que je fais souvent avec mes coachés, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une projection. La projection dans le futur. Qu'est-ce que l'on fait? On s'assoit calmement, on prend une feuille et un papier, et puis on se retrouve le 31 décembre 2030. Ça, je vous donne juste un exemple d'une vision. On se retrouve le 31 décembre 2030. On suppose qu'on est dans 2030, c'est 7 ans plus tard, je suppose. 7 ans plus tard. Donc là, on parle vision sur 7 ans. Le 31 décembre 2030, on essaie de faire son bilan de l'année. Son bilan de 7 ans, par exemple. En 2030, je fais quoi comme travail? C'est quoi ma carrière? Suis-je marié ou pas? J'ai combien d'enfants? Je vis dans quel pays? C'est comment ma relation avec mes amis, ma famille? C'est comment ma santé? C'est comment ma vie avec ma communauté? C'est comment mon engagement? Comment j'aide les pays à évoluer? Là, on est en 2030 et on essaie maintenant de répondre à cette question. On suppose que de maintenant jusqu'à 2030, on aura maintenant à travailler pour que ces choses soient vraies. C'est comme ça qu'on définit une vision. Il y a beaucoup de détails que je ne saurais pas faire ici, vu que la projection prend beaucoup de temps pour expliquer. Je vais donner un exemple. Après avoir fait la projection, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant la projection de son année en soi. On s'est dit, on est les 31 ou bien les 30 décembre 2023. Les 31 décembre 2024, je serai où? Je ferai quoi? Qu'est-ce que j'aurai accompli durant l'année? Ça sera comment ma relation avec mes parents? Ça sera comment ma relation avec mes amis? Ça sera comment ma relation avec mon mari, ma fiancée, ma copine? Ça sera comment mes finances? Là, on fait une projection. Après avoir fini à faire la projection, nous permet de déjà visualiser un peu ce qu'on aimerait accomplir l'année prochaine. Parce que les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous ne visualisez pas ne peuvent pas s'accomplir. Normalement, les mindsets travaillent d'une façon bizarre. Ça fait que quelque chose que tu imagines, quelque chose que tu visualises, quelque chose que tu projettes, naturellement, les mindsets ont une façon de les faire devenir une réalité. Voilà pourquoi on demande toujours aux gens de rêver grand. Parce que plus tu rêves grand, plus tu vas accomplir grand. Parce que le mindset est lié à l'accomplissement. Voilà pourquoi on commence par une projection. Tu te projettes pour l'année prochaine et puis tu essaies de voir comment tu as réalisé tout ce que tu voulais réaliser. Quand on a fini à faire la projection, on prend la première étape qui est les objectifs. La première étape pour préparer maintenant l'année, après avoir vu la vision, après la projection, on commence avec les objectifs. Vous définissez maintenant les domaines sur lesquels vous voulez évoluer l'année prochaine. On prend carrière professionnelle, on prend relation émotionnelle, peut-être avec ma famille, ma fiancée, tout ce qui va avec. On prend finance. Combien j'aimerais avoir l'année prochaine? On prend réalisation, accomplissement, vie spirituelle. On prend plusieurs domaines. Chacun connaît le domaine dans lequel il va investir l'année prochaine. Après avoir fixé ces domaines, dans chaque domaine, vous définissez les objectifs à réaliser. Ça peut être un ou deux. Ne mettez pas beaucoup d'objectifs dans un seul domaine. Prenez un domaine, si vous voulez, peut-être un ou deux objectifs à réaliser l'année prochaine. Par exemple, dans ma partie relationnelle à moi, je me dis par exemple que l'année prochaine, je vais demander ma fiancée en mariage, par exemple. Ça, c'est un objectif. Et cet objectif, vous comprenez quelque part que c'est lié à d'autres choses qui vont aider à le concrétiser. Par exemple, sur la partie relationnelle, je veux faire ma demande en mariage. Sur ma partie
carrière, comme moi je possède une ONG, j'aimerais organiser 6 camps de leadership. Sur la partie finance, j'aimerais à la fin de l'année avoir gagné au moins 50 000 $ qui sera dans mon compte le 31 décembre. Là, ce sont les objectifs qu'on s'est fixés par rapport au domaine. La deuxième des choses, c'est quoi? Lorsqu'on a les objectifs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On définit les stratégies. Parce qu'avoir les objectifs ne suffit pas. Parce que si on a des objectifs et qu'on n'a pas de stratégie, on ne saura pas quitter d'objectif à la réalisation. On commence par objectif, on prend maintenant stratégie par rapport au domaine. Quelle stratégie je vais appliquer, par exemple, pour avoir 50 000 $ le 31 décembre dans mon compte? Quelle stratégie je vais appliquer, moi, pour être en mesure d'organiser 6 camps de leadership l'année prochaine? Quelle stratégie je vais devoir mettre en place pour pouvoir faire ma demande en mariage? Parce que la demande en mariage, ce n'est pas seulement mettre les pieds par terre, il y a les finances dedans, il y a la préparation dedans. Je dois définir les stratégies. Après avoir défini les stratégies, je dois maintenant avoir un plan d'action. J'ai objectif, stratégie, plan d'action. Les objectifs découlent de la vision. La stratégie découle des objectifs et les plans d'action découlent de la stratégie. Les plans d'action, c'est comment je vais maintenant m'y prendre. Je donne un exemple, par exemple, moi dans les coachings, je me dis pour l'année prochaine, comme objectif, je dois être beaucoup plus visible en tant que coach. Ou pour faire simple, comme objectif, je vais être plus connu que maintenant. Ça, c'est un objectif. Stratégie, c'est comment? Je viens de comprendre maintenant que pour être connu actuellement, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Alors, ma stratégie, c'est quoi? C'est que pour me faire connaître, moi, je ne vais pas aller de porte à porte. Ma stratégie, c'est que je vais développer ma présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une stratégie. Je serai présent sur les réseaux. Maintenant, mon plan d'action, c'est quoi? Mon plan d'action, c'est que pour être présent sur les réseaux sociaux, afin d'être connu, le plan d'action va me demander de créer une chaîne YouTube, de créer une page Facebook, d'être présent sur TikTok, d'être présent sur Instagram. Ce n'est pas fini dans les plans d'action. Toujours pour être présent sur les réseaux qui est stratégie, pour être connu sur la partie objectif que je me suis fixé. Dans les plans d'action, par exemple, je me dirais toujours, il faudrait que je puisse maintenant définir dans mes plans d'action toujours quelles sont les formations que je dois faire pour être en mesure de bien gérer mon image sur les réseaux. Je dois, par exemple, faire une formation en community management, personal branding, gestion d'image. Je dois faire une formation, par exemple, en oratoire pour être capable de parler dans une vidéo parce que je dois commencer à poster sur YouTube qui fait partie de mes plans d'action. Ça veut dire que nous avons les objectifs. Dans la partie coaching, par exemple, dans les domaines, je me suis dit, mon objectif à moi, c'est que je vais être plus connu que maintenant. Ma stratégie, c'est que moi, je vais partir sur les réseaux sociaux. Mon plan d'action, c'est que je dois commencer à créer des chaînes, créer des canaux sur les réseaux sociaux, me former pour être en mesure de pouvoir gérer cette nouvelle vie sur le réseau, améliorer mon parler en public, ma façon de gérer avec la caméra et tout ce qui va avec. Là, nous avons objectif, stratégie, plan d'action. Et on doit définir ça sur tous les domaines. Par exemple, dans mon objectif, à moi, comme je me suis dit, j'aimerais faire ma demande en mariage. Dans la partie stratégie, il y a par exemple, j'aimerais faire ma demande en mariage à Kinshasa, par exemple, à l'hôtel Hilton. Ça, c'est une stratégie. Mon plan d'action, c'est quoi? C'est que je suis parti récemment dans une boutique, je me suis rendu compte qu'une bague de fiançailles coûte entre 500 et 1000 $ ici à Kinshasa, la bonne qualité. Ça veut dire que je me suis renseigné. C'est que je dois prévoir les finances nécessaires dans les plans d'action pour pouvoir payer. Préparer les finances dans les plans d'action. Aller payer la bague, c'est dans les plans d'action. Savoir la taille du doigt de madame, c'est toujours dans les plans d'action. C'est que j'avais un objectif qui est de faire ma demande. J'ai ma stratégie qui sait que je sais où je vais aller faire la demande. Et j'ai maintenant mon plan d'action pour pouvoir réaliser ça. Si j'ai la bague, ça veut dire que je dois faire ça dans un hôtel. Je dois faire une réservation. Je dois faire la décoration. Tout ça fait partie du plan d'action. Je pense qu'on se comprend. Mettez de cœur, s'il vous plaît. Comme ça, on va voir si on se comprend. Mettez de cœur. Après,
Oh, it's beautiful. Ah, j'adore les cœurs. Je récapitule, on a objectif, stratégie et plan d'action. J'ai bien dit, il faudrait définir ça par rapport à chaque domaine. Sur la partie, par exemple, j'aimerais avoir 50 000 $ les 31 décembre sur mon compte bancaire. Je n'ai pas des 50 000 $ parce qu'il y a pas les 50 000 $ qu'il y a actuellement. Je vais rajouter un autre 50 000 $ à la fin de l'année. Mon plan d'action, c'est que mon objectif, c'est que je dois avoir 50 000 $. Mon plan d'action, c'est que je vais gagner 50 000 $ sur les réseaux et dans mes formations. Ça, c'est la sorry. Objectif, stratégie. Je vais gagner ça sur les réseaux et dans mes formations. Dans mon plan d'action, j'ai défini maintenant comment je vais faire pour gagner ces 50 000 $ au courant de l'année. C'est que je prends les mois, je les détaille sur 12 mois. Je me dis, chaque mois, je ferai combien de formations. Ça sera payé combien. J'aurai à dépenser combien chaque mois pour faire ces formations. Moi, personnellement, je paierai l'équipe combien et je gagnerai combien. Et dans les gagner combien, je dois me rassurer qu'à la fin de l'année, le 31 décembre, que j'ai déjà gagné ces 50 000 $. Là, c'est les plans d'action. J'y vais comment? Après avoir travaillé l'objectif, la stratégie, les plans d'action, nous avons la 4e étape qui est la programmation. Parce que j'ai des objectifs. J'ai déjà défini mes objectifs. J'ai défini les stratégies et les plans d'action pour chaque objectif. Il faudrait maintenant que je puisse programmer chaque objectif selon l'année. Parce que je ne veux pas me réveiller un matin et je prends tous les domaines de ma vie, je les exécute dans un seul mois. C'est qu'il faudrait que j'y aille progressivement. Par exemple, je dois organiser 6 camps de leadership dans 6 provinces différentes. Je ne peux pas organiser 6 camps de leadership dans 6 provinces différentes dans un seul mois. Ça va me bouffer en finance, en énergie, et je ne le saurais pas parce que j'ai une vie au-delà de ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que dans la programmation, je prends maintenant mes 12 mois de l'année et je commence maintenant à détailler. Tel objectif, je vais le faire durant ce mois. Tel objectif, je le ferai à telle date. Par exemple, comme moi, je me suis décidé, Kenzo est là, c'est sûr, elle va écouter, mais écoute quand même, les camps de leadership, je vais en organiser 3 au mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Parce que le mois d'avril, j'ai le congé de Noël, le congé de Pâques qui nous est donné à nous, même au travail et dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire que j'aurai 2 semaines de libre pour pouvoir organiser 3 camps de leadership. Je le ferai à Kinshasa, je le ferai à Kisantu dans une ville au Congo central et dans une autre ville en Bazamou. Ça veut dire que j'ai pris 3 objectifs que j'ai mis dans un timing. Et je me suis dit que je dois organiser 6. Ça veut dire qu'il en reste 3. J'ai pris 3 autres, je les ai envoyés au mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce que je suis libre au mois d'août. Et le mois d'août, c'est un mois où et les élèves et les étudiants ont une pause. Ça veut dire que je pourrais avoir facilement des participants par rapport au mois d'août. C'est que j'ai étudié mon année pour savoir tel objectif ira mieux durant tel mois. Par exemple, si je me dis je vais faire ma demande en mariage, je vais le faire quand? Je vais le faire en juillet. Pourquoi je le ferai en juillet? D'ailleurs, je vais préciser le faire en juillet le 23. Pourquoi le 23 juillet? Parce qu'il se peut que ma relation à moi avec madame avait commencé le 23 juillet. Vous comprenez? C'est que c'est par rapport à une explication bien précise que l'on fixe quelque chose, que l'on programme quelque chose. C'est que je pouvais faire la demande en janvier, en mars ou en avril. Henri, il ne faut pas rire. Je pouvais le faire en avril. Mais j'ai préféré en juillet. Pourquoi? Parce que c'est lié à quelque chose. Vous comprenez? Je suis censé aller au Ghana l'année prochaine. Ça, c'est un planning voyage. Parce qu'il y a la partie exposition. Dans les domaines, je me suis dit, relaxation, je vais aller au Ghana. Mais je n'irai pas en janvier. Pourquoi? Parce que janvier, février, mars, je travaille. Mais il se peut qu'au mois d'octobre, je n'ai pas de travail, je n'étudie pas et je suis libre. Ça veut dire que le mois d'octobre est approprié pour prendre mes vacances à moi et aller passer un mois de vacances au Ghana. Ça veut dire que même mon voyage pour l'année prochaine par rapport à la partie relaxation, je l'ai mis dans un mois par rapport à des études bien précises. Voilà pourquoi on parle de la programmation, qui est la partie la plus difficile. C'est ici où les gens échouent.
Parce que beaucoup de gens ont des objectifs. Tout le monde en a, c'est sûr. Les gens, il y a même des personnes qui ont des stratégies. Il y a des personnes qui ont même des plans d'action. J'ai mes objectifs, j'ai mes stratégies, j'ai mes plans d'action. Mais ils échouent où? Ils échouent, c'est la partie programmation. Quelque chose que tu n'as pas programmé, tu ne peux pas le réaliser parce que tu ne sais pas quand ou comment le réaliser. Est-ce qu'on se comprend? Ah, j'adore les cœurs qu'il y a. On est comme sur un live Instagram. J'aime beaucoup les cœurs. C'est que dans la programmation, c'est la partie où on s'est dit tel objectif, telle stratégie, tel planning d'action va fonctionner à tel moment. Si je reviens encore sur la partie organisation des camps de leadership, pourquoi les camps de leadership, je les mets en avril et au mois d'août, des moments où il y a des vacances? Parce que je suis conscient que les participants à mes camps de leadership, à mes programmes, sont des étudiants et des élèves. Ça veut dire que si je les prenais en janvier, février, ils ont des examens, ils ont des cours, ils ne pourront pas être là. Parce que mes camps de leadership disent 3 jours et de 8h à 16h. Ça sera difficile pour un élève de laisser l'école et de venir pendant 3 jours en ton programme. Alors, il faut prendre les programmes et les mettre dans un timing qui est parfait, et pour l'étudiant et pour moi qui travaille. Ça veut dire que la programmation, c'est la partie la plus importante. Est-ce qu'on se comprend? Même sur la partie finance. Pourquoi je me dis que, par exemple, je me dis c'est mes formations, je vais commencer mes formations au mois de février, par exemple. Pourquoi je ne les mets pas en janvier? Je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas, chez nous, ici à Kinshasa, ou en RDC, je sais que c'est partout. En janvier, on n'a pas d'argent. Janvier, on vient de finir de fêter. On a payé, on a géré les familles, on a géré des sorties. Comment j'ai fait pour te faire payer une formation de 100$ les 4 janvier? Tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas payer. Ça veut dire que je vais lancer une formation et je vais perdre. Parce que quand je lance ma formation, je dois dépenser le finance pour pouvoir louer la salle, pour pouvoir investir dans la partie marketing, avoir les matériels, avoir les intervenants. Si j'investis et qu'il n'y a pas de participants, c'est moi qui ai perdu. Et si je perds de l'argent et que je ne gagne pas de l'argent, ça veut dire que mon target de 50 000$ vient d'être détruit. Je viens déjà de toucher sur ma partie planning pour avoir 50 000$. Je ne pourrais plus avoir 50 000$ parce que je n'ai pas su respecter ma programmation de janvier. Je dois savoir qu'est-ce que je mets en janvier et qu'est-ce que je ne mets pas en janvier. Par exemple, si ma demande en mariage, pourquoi je l'ai fait le 23 juillet et pas le 23 janvier? Parce que le 23 janvier, c'est mon anniversaire. Comment j'ai fait pour mettre une date importante pour nous deux les jours de mon anniversaire? Je ne pourrais pas bien le fêter. Je préfère avoir mon 23 janvier calmement fêté pour balancer l'autre 23 juillet après. Ne vous inquiétez pas, le 23 est très important chez moi. J'espère qu'on se comprend. Donc, on a les objectifs. Les organisateurs, s'il vous plaît, écrivez-moi les minutes qui me restent. Sinon, moi, je veux partir. Nous avons les objectifs de l'année. Nous avons les stratégies. Nous avons les plans d'action. Nous avons la programmation. Et puis, en dernier, nous avons ce que nous appelons les indicateurs. Exactement, la programmation est l'élément crucial. Vraiment, c'est ça. Après, nous avons maintenant les indicateurs. C'est quoi un indicateur? Un indicateur, c'est ce qu'on appelle un contrôleur. Parce qu'il se peut. On peut avoir des objectifs. On peut définir les stratégies, bien planifier son plan d'action, bien programmer, mais on n'a pas d'indicateur. C'est quoi l'indicateur? L'indicateur, c'est toutes ces histoires autour de vous qui vous permettent de vous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Parce que la programmation, elle est écrite. Après, il faudrait avoir ce qu'on appelle un rappel quotidien. Voilà pourquoi vous verrez des endroits comme par exemple, moi, dans ma chambre, j'ai un whiteboard où chaque matin, pas chaque matin, chaque début de mois, je mets des post-it. I don't know if you know post-it. Post-it, on connaît post-it. Ce sont de papier sur lesquels on peut écrire et puis après on les colle un peu partout. Ça a de la colle un peu derrière. Parce que moi, j'ai un whiteboard marker, un whiteboard et j'ai des post-it. Qu'est-ce que je me dis, par exemple, durant le mois de janvier, je dois organiser, par exemple, mon anniversaire. J'écris 23 janvier, organisation de l'anniversaire. Je les mets sur mon whiteboard. Je prends, par exemple, avril, je dois organiser
quand à gauche, à droite, et par-ci, par-là, je mets tous mes objectifs sur mon whiteboard. À chaque fois que je me réveille, je regarde les whiteboards automatiquement, je sais ce que je dois faire durant le mois. Voilà pourquoi on appelle un indicateur. C'est un rappel quotidien de ce que vous devez faire, de ce que vous avez programmé par rapport avec vos objectifs, les stratégies et les plans d'action. Par exemple, moi, durant ma période de d'organisation de camp de leadership, les whiteboards est rempli de tout ce que je dois faire durant ces programmes. Les organisateurs, team bénévole, qui gère quoi, est-ce que j'ai déjà parlé avec tel intervenant, est-ce que j'ai déjà payé la salle. J'ai ça. Ça me permet que lorsque je me réveille, c'est presque comme un agenda. Ça me permet que lorsque je me réveille, automatiquement, je sais voir ce que je dois réaliser. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous n'avez pas un whiteboard, vous pouvez utiliser ce que moi j'appelle, moi j'ai par exemple ça, c'est un agenda. Mon agenda à moi, c'est un endroit où j'appelle ça un checklist. Ma checklist, c'est quelque chose que je vérifie chaque matin et sur lequel j'écris chaque soir. Pourquoi? Les matins, je vérifie ce que j'avais. Les soirs, j'écris par exemple demain, je dois faire ça, ça et ça et ça et ça et ça. Les matins, lorsque je me réveille, j'ouvre mon agenda et je vois ma checklist. Je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je coche. Ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. J'ai défini maintenant ce que je dois faire aujourd'hui. OK. Le soir, en revenant, je revérifie. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas de whiteboard, vous pouvez utiliser un agenda. Ça vous permet d'avoir continuellement vos objectifs en vue. J'espère qu'on se comprend. Des cœurs pour la dernière fois, parce que j'ai presque fini. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Oh, les cœurs. Oh, I like it. It's beautiful. Oh, thank you. Je récapitule pour un résumé pour ceux-là qui viennent d'arriver ou qui n'étaient pas présents. Pour préparer son année, la première des choses qu'on fait, c'est que nous avons la vision. Je recommence au début. Nous commençons par la vision. On se rappelle sa vision d'avenir. Qu'est-ce que moi, je m'étais fixé comme vision d'avenir? D'ici 7 ans, 5 ans, je serai où? Je vais aller où? Dans tous les domaines. C'est ça ma vision d'avenir. Après, on fait une projection. La projection pour son année. Les 31 décembre 2024, j'aimerais avoir accompli quoi? J'aimerais avoir fait quoi? J'aimerais avoir réalisé quoi? Après avoir fait ces choses, on fait maintenant quoi? On fait maintenant ces 5 choses. La première des choses, comme je répète encore ici, on se fixe les objectifs par rapport au domaine. Dans chaque domaine, il faut se fixer un ou des objectifs. Après avoir fixé des objectifs, on définit la stratégie. Après avoir défini la stratégie, on travaille sur son plan d'action. Après avoir travaillé le plan d'action, qu'est-ce que l'on fait? On travaille sur sa programmation. Après avoir travaillé sa programmation, on travaille sur ses indicateurs ou les contrôleurs du quotidien. En respectant ces schémas, je vous assure, le 31 décembre, on peut même s'appeler. Vous allez me remercier. Je vous jure que vous allez me remercier. Parce que c'est comme ça qu'on réussit son année. Il ne suffit pas pour ceux-là qui sont chrétiens d'aller au réveillon du Nouvel An et de dire Amen tu vois toutes les déclarations. Votre année sera bénite. Amen. Votre année sera fructueuse. Amen. Vous allez avoir de l'argent. Amen. Vous allez vous marier. Amen. Après quoi? Si vous dites que Amen, ça ne change rien du tout si vous n'avez pas fait ça. D'ailleurs, le planning est censé se faire avant d'aller au réveillon. Parce que le réveillon, c'est le moment où on part prier pour son planning. On part dire, tendre Père, j'ai fait mon planning pour l'année prochaine. Je t'ai proposé ce que j'aimerais avoir l'année prochaine. Père, s'il te plaît, dispose. Parce que la Bible est claire. L'homme propose, Dieu dispose. Tu vas proposer quoi si tu n'as pas prévu un plan? C'est ce qu'on peut faire les 31 à la réveillon. C'est que Père, j'ai préparé mon année. Maintenant, j'ai besoin que tu puisses répondre. Voici ce que je me suis fixé. Père, l'année prochaine, je demande la fille d'autrui en mariage. Donne-moi l'argent, sinon ça sera compliqué. Parce que si on demande un mariage, c'est qu'il faut préparer la suite des choses. Comment je vais m'y prendre?
Donc, n'allez pas au réveillon là-bas juste pour dire même si vous n'avez pas prévu ces histoires. En respectant ça, votre année, je vous assure, elle est assurée. J'ai dit et je vous remercie. Thank you. Je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini. Oui, merci beaucoup, coach. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Et maintenant, là, nous allons passer au moment d'échange, des questions-réponses. OK. Les leaders vont poser des questions et vous allez répondre, vous ou soit Madame Mounier. Alors, les leaders, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez lever vos mains pour poser la question au coach Simba. Il est là à votre disposition pour poser des questions. Si vous avez une ou deux questions, vous pouvez poser. Et vous avez aussi la possibilité de laisser des messages par rapport à vos questions. Il n'y a pas de questions? Le coach est toujours là, il attend des questions. Chers leaders, les questions, s'il vous plaît. Vous pouvez poser des questions au coach Simba. Il est là à votre disposition. Sorry. Je veux que vous reveniez sur la programmation. OK, Abdul veut que je revienne sur la programmation. D'accord. J'ai dit ceci. Je vais prendre un exemple. Je disais ceci. On prend un domaine précis de sa vie. On définit les objectifs que l'on veut avoir ou réaliser durant l'année prochaine. Deuxièmement, on définit les stratégies. Comment j'y vais? Je vais m'y prendre comment? Je vais prendre l'exemple, par exemple, moi, avec le coaching, je me suis dit l'année prochaine, je vais être beaucoup plus connu. Ça, c'est mon objectif. Ma stratégie, c'est que je vais être connu via les réseaux sociaux. Le plan d'action, je me suis dit, je dois être connu via les réseaux sociaux, c'est que je dois créer une chaîne YouTube, je dois créer une chaîne TikTok, ma page Facebook, page Instagram. Maintenant, sur ma partie programmation, je dois maintenant programmer comment je vais y aller. Par exemple, je dois poster combien de vidéos par semaine. Moi, je me dis par exemple que moi, je dois produire une seule vidéo que je posterai chaque jeudi de la semaine. Ça veut dire que tous mes jeudis de la semaine, à 21h30, j'ai déjà programmé qu'une vidéo sera balancée. Le jour quand jeudi soir, je ne balance pas une vidéo, c'est que j'ai bougé quelque chose et que je ne suis plus en train de respecter mes objectifs fixés. Je me dis par exemple que non, chaque matin, je dois publier une citation. Ça, c'est une programmation. C'est que j'ai programmé que chaque matin en me réveillant, je dois publier une citation et chaque jeudi soir, je dois publier une vidéo. Ça veut dire que même dans mon planning quotidien, en me réveillant le matin, je dois savoir que non, quand tu te réveilles, tu dois aller publier une citation. Parce que c'est une programmation qui découle du plan d'action, qui vient de la stratégie, des objectifs que tu t'es fixés. J'espère qu'on se comprend. Dans la programmation, c'est que après avoir l'objectif, stratégie, plan d'action, on commence maintenant à mettre je fais quoi, quand. Quand est-ce que je fais tel truc? Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que je fais ma demande en mariage? Quand est-ce que je vais organiser telle ou telle activité? Quand est-ce que je vais participer à telle formation? Est-ce qu'on se comprend? Dans la programmation, c'est juste commencer maintenant à mettre des pics sur les plans d'action. Je fais quoi? Quand exactement? Quel mois je ferai tel truc? En quel mois, quelle période je ferai telle chose? La personne qui a posé la question, je pense que c'est bon. If I can show, je pense que c'est bon. Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. OK. Quelqu'un a dit ici, il m'arrive de procrastiner par rapport à un objectif, surtout quand le défi est élevé et que les obstacles se dressent à cet objectif. Comment fait-on pour gérer ces moments-là? OK. Ce qui est marrant, c'est que j'ai causé avec mon mentor ce matin et mon mentor me disait toujours une chose. Si votre objectif est petit,
l'obstacle que vous aurez, la plupart des temps, c'est grand. Si vous avez un petit objectif et que vous tombez face à un grand obstacle, vous ne saurez pas sauter le mur. Déjà, l'objectif, on le fixe par rapport à une vision précise. Parce que si tu n'as pas les raisons pour lesquelles tu fixes l'objectif, tu ne sauras pas le réaliser. Parce que la motivation derrière l'objectif, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle, pourquoi tu vas faire ça. Par exemple, moi, je suis conscient, par exemple, que non, je vais avoir, par exemple, 50 000 $ à la fin de l'année. Ça veut dire que comment je fais pour procrastiner sur une formation en sachant qu'à la fin de l'année, je dois me claquer 50 000 $, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup et c'est de l'argent. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que si le pourquoi tu fais la chose est très importante, facilement, tu pourras éviter de procrastiner. La procrastination vient souvent parce qu'on n'a pas les raisons pour lesquelles, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles on s'est fixé un objectif. Si on se fixe un objectif sans un pourquoi derrière, on va toujours procrastiner. Combien de fois on se réveille le matin? Comme moi, par exemple, je lis un livre, mon livre du mois de novembre, le livre s'appelle Effet cumulé. J'espère que vous le connaissez. Le livre Effet cumulé, c'est un livre de 250 pages. Je ne comprends pas. Moi, j'ai fini des livres en 3 jours. Ces livres, ça fait des semaines, je ne les finis pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Lorsque je les lis, j'ai seulement envie de procrastiner. Après, je me suis rendu compte que je n'avais pas défini le pourquoi je voulais lire ces livres. Parce que le mois passé, j'ai lu les livres, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, les livres de Gary Chapman. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que j'ai lisé ces livres parce que j'avais besoin d'avoir un coaching avec ma partenaire sur comment on doit gérer notre relation parce qu'on commençait à avoir des problèmes. C'est qu'on avait un pourquoi. J'ai lu les livres, je l'ai envoyé les livres, elle l'a lu, j'ai lu, on l'a fini dans 3 jours. On s'est assis, on a parlé. Celui-ci, j'ai voulu le lire sans définir un objectif précis ou définir un pourquoi je le lisais. C'était juste parce que je dois respecter mon planning du mois. Je peux les zapper. Dans chaque objectif, il faut avoir un pourquoi tu as fixé l'objectif. L'objectif te permet d'éviter de procrastiner. Et même si tu procrastines facilement, tu vas te relever. Parce que tu connais les pourquoi derrière qui te poussent à faire ce que tu dois faire. J'espère que tu as un peu compris. Mais sur la partie procrastination, il y a tout un coaching sur comment éviter la procrastination. Je vous assure que c'est vraiment un long processus pour éviter la procrastination. Parce que qu'on le veuille ou non, nous tous, on procrastine dans un domaine bien précis. Ah, vous avez lu ces livres. OK, Yaya Kane, OK, Gary Chapman, un bon écrivain. Je vous le recommande pour ceux-là qui n'ont pas encore lu. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Il y a encore cette question. OK. Je vais commencer. La première question est des leaders Henri Oussou. Lui, il a demandé combien de temps il nous faut pour faire notre préparation. Alors, la deuxième je réponds question, ou j'attends les autres questions? Non, je vais lire des questions, comme ça nous irons un peu rapidement. D'accord, j'en profite pour écrire aussi. La deuxième question est celle des leaders Anita Sarah. Elle demande de savoir s'il y a des jours où je procrastine par rapport à un objectif, surtout quand le défi est élevé par rapport à l'objectif. Comment je fais pour gérer cela? Je peux répéter la question? Oui. OK. Elle demande, il y a des jours où je procrastine par rapport à un objectif, surtout quand le défi est élevé par rapport à l'objectif. Comment je fais pour gérer cela? Et la première question était combien de temps il nous faut pour faire notre préparation? Là, c'était la première question, n'est-ce pas? Oui, c'était la première question. OK. Déjà, pour répondre à la partie combien de temps il nous faut pour faire une préparation, comme je disais au départ, ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre entraînement, ça dépend de notre planning. Mais au moins, je suis quand même conscient qu'on a besoin d'au moins une journée, si on est clair avec soi-même, au moins une journée pour faire sa préparation pour l'année.
Et ça dépend maintenant des objectifs et les types de vie dans lesquels vous êtes. Par exemple, moi, je travaille, je suis employé quelque part, je suis coach, j'ai un cabinet de coaching, j'ai une ONG, je suis le chéri de quelqu'un, je suis l'enfant de quelqu'un. Ça fait que j'ai tellement beaucoup de domaines sur ma vie sur lesquels il faudrait planifier que moi, naturellement, ça me prend 2 jours. Et 2 jours uniquement lorsque je me retire de tout le monde et que je suis concentré uniquement sur ça. Lorsque je décide de rester dans la vie avec tout le monde, ça me prend beaucoup plus de temps. Mais lorsque je me retire, ça me prend que 2 jours. Donc, j'ai 2 jours où je m'assois et puis je commence à définir. Dans les 2 jours, dans la définition, dans la préparation, comme je disais, il faut objectifs. Les objectifs, c'est facile de les avoir. Il n'y a rien de difficile pour avoir les objectifs. La partie la plus difficile, la plus importante, c'est les stratégies, les plans d'action et la programmation. C'est ici où le temps, on prend beaucoup plus de temps. Parce que ici, sur la partie stratégie, il faut essayer de se renseigner. Quelles sont les stratégies qui peuvent fonctionner par rapport à tel objectif? Les plans d'action peuvent venir facilement. La programmation, il faut pas tout un calendrier et essayer de voir les ouvertures. Ce qui fait que ça peut prendre carrément toute une journée ou 2 jours. Je ne dis pas non plus que ça va prendre 24 heures, tu es juste là, non. Quand je parle d'une journée, quand je parle d'une journée, je parle de tu te réveilles le matin, tu pries s'il faut prier, tu déjeunes, tu t'assois, tu commences à travailler. Tu fais une pause dîner à 2 heures, tu fais autre chose pour te relaxer la tête, tu reviens, tu retravailles. Après, tu dors, tu fais ce que tu as à faire, tu reviens la nuit, tu retravailles. Comme ça encore demain. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de préparer son année. Parce que c'est comme, pour ceux-là qui sont, s'il y a des entrepreneurs, préparer son année, c'est comme travailler sur un business plan. Est-ce que vous comprenez? Un business plan, ça ne te prend pas 1 heure pour le finir. D'ailleurs, la plupart du temps, un business plan peut même te prendre 2 mois, en fait. C'est que pour nous qui sont déjà assez faciles, on peut les faire dans 2 jours. Il y a d'autres personnes, ça peut te claquer toute une semaine pour ça. Mais ici, la réponse à dire combien de temps, le temps qu'il faudra, c'est ce qu'il faut définir ici. Mais il faut se limiter à un timing. Je vais le faire, par exemple, dans 1 semaine, je le limite dans 1 semaine. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça ne peut pas se faire dans 1 heure, 2 heures ou 12 heures. Non, non. Il faut se prendre au moins 1 journée, 2 jours ou beaucoup plus. Tant que tu définis, on est bon. La question numéro 2, procrastiner. Des fois, il t'arrive de procrastiner parce que le défi est souvent élevé par rapport aux objectifs. Déjà, je n'ai pas très bien compris la question. Si la personne peut éclaircir pour m'aider à mieux comprendre. Ok, coach. Le leader Sarah, elle a dit dans sa question que tu as déjà répondu. Et je pense qu'on peut passer à l'autre question. C'est déjà répondu. Ok. 3e question. Et c'est lui du leader Diallo. Lui, il demande comment gérer un mindset positif pendant toute l'année. Ah! Comment gérer un mindset positif pendant toute l'année? Oui, oui. Et la 4e réponse est question. simple. Je peux répondre à ça avant de passer à la 4e question? Ok, pas de problème, coach. Ok. La réponse à ça, c'est ce que nous appelons exposure. C'est en anglais, ça veut dire s'exposer. Ce qu'il faut expliquer, c'est que déjà, à partir de la petite enfance, lorsque l'enfant naît, sa mentalité ou sa façon de réagir, ce n'est pas qu'on l'a appris quelque chose. C'est juste qu'on l'a exposé à quelque chose qui fait que ça définit comment il va évoluer. Comment un enfant né aux États-Unis se met à parler en anglais pendant qu'un qui est né en RDC parle lingala ou français? C'est parce que l'enfant a été exposé à quelque chose. Et le mindset se construit par l'exposition. Pour avoir un mindset positif durant toute l'année, même si c'est impossible, il y aura des jours où tu auras un mindset négatif. Il y a des jours où ça ne va pas. Mais pour maximiser ses chances, pour avoir un bon mindset positif durant toute l'année, il faut s'exposer. S'exposer comment? Par exemple, moi, j'ai une routine matinale qui fait que chaque matin, me réveillant, juste après avoir prié, j'écoute une vidéo de motivation de Steve Harvey. Pour ceux qui connaissent Steve Harvey, Steve Harvey, c'est un grand motivateur. Je télécharge la vidéo la nuit et le matin, dès que j'ai fini de prier, avant de quitter le lit, j'écoute une vidéo de motivation de Steve Harvey qui parle de la positivité, de la pensée, de la réalisation. Déjà, en étant exposé à Steve Harvey qui me motive, dès que je me réveille le matin,
c'est que les cerveaux, naturellement, durant la journée, ou bien notre mindset est géré par ce que nous rencontrons les matins, nous réveillons. Voilà pourquoi une personne qui se réveille les matins et qui part directement mettre France 24 et qui va écouter la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, ou bien entre... c'est quoi la guerre récente là? La guerre qu'il y a entre Israël, automatiquement, il aura un mindset déjà un peu brutal. Pourquoi? Parce qu'il s'est exposé à des choses négatives le matin. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu commences par t'exposer à quelque chose de positif, tu as déjà défini les restes de ta journée. Parce que lorsque tu es exposé à une motivation qui te fait rire, qui te met joyeux, quand tu te réveilles et que tu continues la journée, tu es déjà joyeux. Et le soir, quand tu reviens, avant de dormir, juste après la prière, écoute encore une motivation. Tu dors joyeux, tu te réveilles joyeux. Tu dors motivé, tu te réveilles motivé. Ça te permet que toute l'année, tu es à l'aise. Et c'est à faire chaque mois. Même pas chaque mois, c'est à faire chaque jour. Les matins, tu écoutes une vidéo. Le soir, tu écoutes une vidéo. Ou tu fais même simple, tu peux prendre une seule vidéo que tu vas écouter en boucle durant le mois. Par exemple, pour un seul mois, tu te dis, je vais écouter seulement une seule vidéo qui parle, par exemple, sur comment changer ses habitudes. Les matins, tu mets la vidéo. Le soir, tu mets la vidéo. Ce qui est sûr, même déjà en écoutant cette vidéo, ton mindset va changer. Deuxièmement, à la fin du mois, tu vas pas comprendre, tu sauras comment changer des habitudes parce que tu t'es exposé à quelque chose pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle un effet cumulé, au fait. Je pense que j'ai répondu. Oui. La quatrième question est celle du leader Anoa. OK. Elle demande, dans votre intervention, vous avez dit que la programmation est l'élément crucial. Comment faire pour réussir sa programmation? Comment faire? OK. Vas-y. Sa programmation. C'est quoi la cinquième question? La cinquième question est celle du leader Yaya Kone. Lui, il demande, c'est fixer des objectifs et les programmer, c'est excellent. Mais comment surmonter les plans du social? Car nous vivons aussi dans une société. Comment faire pour rester focus, sans verser et ne pas être solitaire? Merci. Reprends la question. La question est la suivante. C'est fixer des objectifs et les programmer, c'est excellent. Mais comment surmonter les plans du social? Car nous vivons aussi dans une société. Comment faire pour rester focus, sans verser et ne pas être solitaire? Je réponds encore. Est-ce qu'il peut expliquer sa question? Parce que quand il parle du social, on m'a peut-être par ailleurs, quand il réexplique la dernière partie, verser, ça n'est pas... Est-ce qu'il peut expliquer la question? Dernière partie, c'est comment faire pour rester focus sans verser et ne pas être solitaire. Ah, comment faire pour être focus, pour ne pas être... Comment faire pour rester focus sans verser et ne pas être solitaire? Déjà, une chose que je vais dire, je ne sais pas si ça... Ok, je vois. J'ai lu, ok. Déjà, j'aimerais vous choquer pour vous dire une chose. Lorsqu'on est en train de chercher à s'accomplir, la solitude est une qualité. On est dans une société où on suppose qu'être disponible, c'est ça être une bonne personne. Mais lorsqu'on est bon avec tout le monde, on n'est pas bon avec soi-même. Quand on est bon avec tout le monde, quand on est présent pour tout le monde, c'est qu'on n'est pas présent avec nous-mêmes. Parce qu'il y a une chose qui dit, lorsqu'on est présent partout, c'est qu'on est absent quelque part. Et la plupart du temps, on est absent chez nous. Le social est important. Mais le social ne doit pas être une raison pour laquelle vous n'allez pas réaliser ce que vous devez réaliser. Moi, par exemple, si je vais vous choquer, mais par rapport à tout ce que je fais, je n'ai pas une relation très active avec les membres de ma famille, je dirais par exemple, sauf avec ceux-là que je vis. Parce que quand il met tout ce que je dois accomplir durant le mois ou durant l'année, il m'est difficile d'être présent à tous les anniversaires, de parler à tout le monde,
d'être avec tout le monde. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est de définir les personnes prioritaires et les choses prioritaires et d'y accorder du temps. Et le reste, débrouillez-vous seulement. Ça veut dire, par exemple, moi, je me suis décidé dans mon social à moi d'être présent, par exemple pour ma mère, d'être présent pour mes petites sœurs, mes nièces ou entre parenthèses, d'être présent pour celles qui partagent ma vie et pour un ou des amis. Les autres, on se voit occasionnellement et quand l'État se présente. Ça veut dire que cette ligne que j'ai définie, c'est uniquement pour eux que j'ai fait des efforts et que j'ai planifié. Les autres, c'est si on se voit, on se voit. Si on ne se voit pas, je t'appelle un samedi, tu vas bien, oui, ça va, c'est fini. Vous devez apprendre à prioriser certaines personnes et les rester, laisser. Vous ne pouvez pas être bon partout. Pour pouvoir réaliser tout ce que vous vous fixez comme objectif, vous devez être très occupé. Et si vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps pour tout le monde. Il y a 2 semaines où moi, j'arrive à finir 1 semaine, 2 semaines, où je n'ai parlé qu'à celle qui partage ma vie et à ma mère, c'est fini. Les autres vont comprendre. Parce que vous savez, vous ne comprenez pas. Vous voulez être présent, vous voulez être très social. Mais dans les réunions des familles, quand vous n'aurez pas d'argent, c'est vous qu'on va mettre de côté. C'est vous qu'on ne va pas écouter. C'est vous qu'on va dire que non, vous devenez une charge demain parce que vos enfants, vous ne savez pas les gérer. Parce que vous n'avez pas su être solitaire et vous détacher des gens pour pouvoir réussir. J'ai aimé ce que l'intervenante d'avant disait. Elle disait à un moment, il faut apprendre à pouvoir se sacrifier. On sacrifie un timing pour être bon demain. Vaut mieux que les gens vous trouvent orgueilleux, pas disponibles aujourd'hui, mais que demain, vous ayez le nécessaire pour pouvoir gérer toute la famille. Vous ne pouvez pas être bon avec tout le monde. Vous devez accepter. Voilà pourquoi je vous recommande de suivre le docteur Claudel. C'est quelqu'un qui vous booste de temps en temps. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas vous aimer partout. Même dans la famille, il y a des temps où on ne doit pas vous aimer. Quand vous aurez l'argent, quand vous allez réussir, on va vous aimer. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais définissez les 2, 3, 4 personnes ou définissez votre ceinture où vous allez accorder du temps. Parce qu'on ne peut pas vivre détaché de tout le monde non plus. Ça veut dire qu'il faut définir au moins 2, 3 personnes, 1 ou 2 meilleurs amis, un membre ou 2 membres de famille. Tu vois, des personnes avec qui vous serez de temps en temps. Parce que le week-end, il faut sortir. On ne sort pas seul. Il faut sortir avec quelqu'un. Donc, définissez à qui est-ce que vous allez accorder du temps et puis le reste, advient que pourra. De toute façon, on est là. Pour la question de comment réussir sa programmation, je ne saurais pas vraiment expliquer comment réussir sa programmation parce que c'est vraiment quelque chose de très grand. C'est vraiment quelque chose de très, très grand. Je ne saurais pas l'expliquer maintenant là. Merci véritablement pour cette Il y a un connaît-Thierry, hein? Vas-y, balancez quand même, je suis là. Oui, oui. La question est du leader Thérèse. Okay. Elle a dit merci véritablement pour cet exercice qui n'est toujours pas évident à faire. Okay. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous revenez sur les 3 dernières questions du bilan. Vous pouvez répéter la question? Je voudrais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur les 3 dernières questions du bilan. Les 3 dernières questions du bilan. Ah, les 3 dernières. Hein? Oui, oui. Et la dernière question est celui du leader Touré. Lui, il demande, il dit, merci vraiment, vous êtes les vraies définitions du mot stratège. Je suis Touré de la Guinée. Ma question est la suivante. Comment avoir plus de motivation pour réussir cette stratégie? Comment avoir plus de motivation pour réussir cette stratégie? Ce qu'on a expliqué ici. Oui, il dit que vous êtes la vraie définition du mot stratège et la question est la suivante. Comment avoir plus de motivation pour réussir cette stratégie? Ok, je pense que je commence par lui. La réponse est simple. Il faudrait savoir pourquoi vous faites ça, au fait. Pourquoi vous faites ça? Deux fois, il faut juste voir votre entourage pour savoir les raisons qui vous motivent d'avoir commencé une vie où vous voulez réussir par rapport aux autres. Moi, je vais donner un exemple, par exemple, palpable. On est né à 22. Je suis le 13e sur 22 enfants. Mon père, vous savez, on est né à 22. Je suis d'une famille, en tout cas, je suis issu d'une famille qui n'avait pas d'argent au départ. Extrêmement pauvre.
Aujourd'hui, ça va. Vu qu'il y a beaucoup d'enfants et que les gens commencent à se réussir, ça va quand même. Mais ce n'est pas encore exactement ce que je voulais avoir. Ça veut dire que j'ai grandi avec beaucoup de complexes et beaucoup de choses que je ne savais pas. Et j'ai commencé à briser maintenant moi-même avec les temps. C'est qu'en grandissant, je me suis dit, si je continue à vivre comme tout le monde, il se peut que mes enfants vivent la même chose que moi. C'est inconcevable. Je suis fou si j'ai fait passer à mes enfants ce que je vis, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini mes motivations. Je fais ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma mère parce que cette dame, elle a souffert comme pas possible. C'est ma motivation. La fille avec qui je suis en couple, elle vient d'une famille riche. Automatiquement, il y a une forme de vie qu'elle ne peut pas mener. Ça veut dire que je sais que pour elle aussi, je dois réussir. Il y a une enfance que moi, j'ai menée que je n'aimerais pas que mes enfants puissent mener cette enfance. C'est de la folie. J'ai défini ces choses qui font que les matins, lorsque je me réveille et que je vais abandonner, je me dis, hey, tu oublies que ta mère existe. Tu oublies le type de femme que tu t'es choisi. Tu as voulu les high level. Tu dois assumer high level. On assume high level avec les pécunies, avec l'argent, avec la réussite, avec un mindset bien battu. C'est que j'ai tellement de choses qui me poussent, moi, à pouvoir réussir. Je ne vais pas aller dans les histoires, oh non, telle stratégie pour avoir la motivation, je ne suis pas dedans. Je vous parle de la réalité. On est en Afrique, on souffre ici. Combien de personnes dans nos pays réussissent? Les gens ne réussissent pas. Moi, je me suis décidé de ne pas être une personne comme tout le monde. Je ne serai pas commun. Je ne veux pas être le type de personne qui appelle un oncle pour me dire, oh non, oncle, tu vois, hein, le mois prochain, c'est la rentrée de ton neveu. Envoie même quelque chose. C'est de la folie. Moi, je veux être responsable et assumer mes enfants. Moi, j'ai été obligé de vivre chez autrui parce que des fois, à la maison, il n'y avait pas d'endroit où dormir. Ça veut dire que je ne veux pas que mon enfant quitte ma maison un jour parce qu'il doit aller vivre chez quelqu'un. Toutes ces choses, il faut que moi, je dois réussir. Ça veut dire que ce n'est pas besoin d'autre motivation. Là, moi, je vois la situation dans laquelle je suis. Et les décisions que j'ai prises pour ne pas vivre ça, parce que la galère, ça fait mal. Je me suis dit, je vais réussir. Moi, je sais que j'ai chômé une année. Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer un passeport. Vous vous rendez compte, j'ai obtenu une bourse. Tout ce qu'on devait faire, c'est payer un passeport. J'ai failli rater la bourse parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer un passeport. C'est de la folie. Et que je puisse accepter. Ça, c'est une motivation. Vérifie ton entourage. Moi, je connais des gens qui sont morts parce qu'il manquait $5 pour pouvoir se faire soigner. Et c'est dans une communauté où moi aussi j'existais. Ça veut dire que moi aussi, je n'avais pas ces $5. Je me suis dit, ça ne va plus se répéter demain. Ce qui fait que et puis j'ai écrit ça quelque part, j'ai mis ça sur mon tableau. Quand je me réveille le matin, je lis ça. Je me dis, lève-toi. C'est ça la motivation. Pas besoin d'aller à gauche, à droite, pas besoin de stratégie. Regarde ton entourage. Pourquoi tu as voulu réussir? C'est ça ta motivation. L'autre question, je pense que c'est bon. Hein? L'autre question, c'était les 3 dernières. L'autre question, c'est ça? Oui. Sur les 3 dernières questions du bilan, les questions liées au bilan. OK. La question numéro 8, c'était quels sont les rêves que vous avez réalisés cette année? Quels sont les rêves que vous avez réalisés cette année? La question numéro 9, qu'as-tu fait pour la première fois cette année? Quelle est cette chose que, like, it was your first time to do it? Like, first time, you have never done it before. C'était ta première fois de le faire. Quelle est cette chose? Ou quelles sont ces choses si c'était beaucoup? Et la dernière question, es-tu satisfaite ou es-tu satisfait de tout ce que tu as réalisé durant l'année? Ça veut dire que si on prend ce que tu as prévu au début de l'année 2023, jusqu'à maintenant, si on te mettait une note sur 100, ça sera combien? Est-ce que tu es satisfait de cette note? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? I think we are good. Oui, coach, c'est tout. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer la main à Madame Monique. Elle va intervenir juste après. Merci beaucoup, coach. Je me sens utile. Merci beaucoup. Déborah, je peux disparaître? Oui, bien sûr. Merci. Bonne soirée. Merci, coach. Merci pour cette brillante intervention. Tout le monde peut l'ovationner. Des ovations nourries. Voilà, des cœurs et des les cœurs, ovations. Toujours les cœurs. Oui, on a été très inspirés ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on reste en contact. Hein. Merci beaucoup. Voilà les appréciations. Voilà, tout le monde dit merci. C'est super. Merci beaucoup. On a été très inspirés ce soir et c'est au-delà d'une inspiration, c'est un exercice auquel nous allons nous prêter
et donc entrer avec les bonnes habitudes en 2024. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Déborah, j'ai fini. Hein. Je ne sais pas si je fais le mot de fin. Déjà, on n'a pas pu passer les vidéos, c'est ça, de Kenzo et puis Boniface. Oui. Je ne sais pas si on les passera ou bien on les passera après sur le groupe. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté à notre... Non, je laisse Déborah quand même. Tu as fait le mot final. Donc, merci à tout le monde. Le mois prochain, on se retrouve avec Madagascar le 10 décembre. Donc, je crois qu'ils ont commencé à s'apprêter. Et pour nous, donc, on se retrouve sur nos réseaux et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Ça a été très inspirant. Donc, notez si quelqu'un peut nous aider à récapituler toutes les questions pour le bilan et aussi la fixation d'objectifs. Comme ça, on va l'utiliser aussi comme exercice à MRGD. C'est ce que je voulais dire. Merci à tous et bonne soirée. Déborah, merci pour le mot de fin. Merci beaucoup, Madame Moni. Merci à tous les leaders. J'espère que cette conférence, cet empowerment vous a inspiré. Et je pense aussi que cela nous motive pour passer à l'action et poser des objectifs pour l'année 2024. Merci beaucoup.